cette somme d'argent d'ici la fin de la journée. Mais en tant que ton conseiller financier, c'est mon devoir de demander ce dont tu as besoin de tout cet argent, a-t-il ajouté. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter et de rappeler dans 1 heure ou 2. Je suis arrivé le premier, et il était évident de l'extérieur qu'il y avait beaucoup de travail à faire, le toit, le revêtement, les fenêtres, les gouttières, tout devait être remplacé. Le jardin était une jungle. Mais j'ai regardé autour. C'était définitivement la pire maison d'un bon quartier, un très bon quartier. Il y avait plusieurs maisons d'1 million de dollars dans la rue, et toutes les maisons sauf celle-ci étaient bien entretenues. À ce moment-là, l'agent immobilier Antoine Keyes est arrivé dans sa BMW noire brillante. Antoine était un senior dans l'équipe de football de WSU quand j'étais un étudiant de première année. Nous nous sommes rencontrés à nouveau après que je sois retourné à Seattle et était en train d'acheter de l'immobilier. Il m'a tendu une poignée de main élaborée à laquelle je n'ai jamais pris le temps de répondre. Ensuite, il a commencé à me parler de cette maison qui était une super affaire. Il m'a dit qu'elle serait mise en vente demain, mais que nous pourrions peut-être la vendre avant. Quand nous sommes entrés dans la maison, j'ai eu 3 premières impressions, et pour moi, aucune n'était mauvaise. La première était l'odeur. J'ai toujours aimé quand la maison sentait mauvais. C'était généralement facile à réparer, mais pour la plupart des gens, c'était très désagréable. La deuxième chose était qu'elle était en désordre. Des fenêtres cassées, des salles de bain sales, de la peinture écaillée sur les murs, toutes ces choses étaient faciles à réparer. Et enfin, la maison était magnifique. Je pouvais voir le potentiel. De belles boiseries, des armoires encastrées, des portes voûtées classiques et un grand escalier menant à l'étage. La maison avait même un escalier de service. Il était utilisé à l'époque des domestiques, un chemin séparé vers le 2e étage pour ceux qui n'étaient pas censés utiliser l'escalier principal. Antoine et moi avons exploré la maison et le jardin. Cela nécessiterait une longue liste de réparations nécessaires, mais il ne faudrait pas grand-chose pour la rendre habitable. Selon mes calculs, le terrain lui-même valait presque 500 000 $. D'accord, mon pote, ai-je dit à Antoine alors que nous nous arrêtions au bord du trottoir. Que devons-nous faire? Billy, cela t'intéresse? M'a-t-il demandé, surpris de l'état médiocre de la maison que nous venions d'inspecter. La famille est retournée à l'Est et veut la vendre rapidement, mais Billy, a dit Antoine, ils en demandent 600 000 $. S'ils la mettent en vente demain, il y aurait probablement une guerre des enchères. Nous le ficelons aujourd'hui. Je pense que nous pouvons tout arranger. J'ai regardé la maison puis le quartier. Je m'imaginais vivre ici, avoir des enfants, leur offrir cette enfance stable que Richie et moi n'avions pas eue. Je savais que c'était ce que je voulais. Dans mes fantasmes futurs, je voyais aussi une femme qui partagerait cette vie que j'avais inventée. Et dans mes rêves, cette femme ressemblait beaucoup à Maddie. Antoine a imprimé la fiche d'offre et j'ai appelé Danny. Je lui ai expliqué que j'achetais une propriété dans le quartier de Madison Park. Tous les doutes sur sa responsabilité fiduciaire en tant que mon conseiller ont disparu quand il a entendu où se trouvait la propriété. C'était un très bel endroit de Seattle. Après une autre poignée de main, Antoine a dit qu'il me contacterait tôt dans la journée. Quand je suis rentré chez moi, j'étais ravi à l'idée d'acheter une maison à Madison Park. J'étais tellement excité, j'ai presque oublié que j'attendais un appel de Maddie, presque. Quand le téléphone a sonné juste après 2 heures, j'étais contente que ce soit Antoine, mais j'espérais que c'était Maddie. Bonne nouvelle, il semblerait que j'ai acheté une maison. J'étais nerveuse et excitée en même temps. C'était beaucoup d'argent pour une maison qui nécessitait encore plus d'argent pour être rénovée. Mais j'avais un plan. J'allais vendre ma maison à West Seattle. J'avais une liste de personnes intéressées pour partager ma propre maison. Et il y avait 3 personnes que je connaissais à qui je pouvais la vendre comme toutes les autres maisons que j'avais vendues. Et ma maison était plus belle que toutes les autres que j'avais vendues jusqu'à présent. Leurs acomptes financeraient la rénovation de la maison à Madison Park. Et les paiements mensuels des 3 totaliseraient presque 4 000 $. Un autre flux de trésorerie. De plus, je conservais un intérêt de 25% dans la maison. Entre la vente de ma maison et l'achat d'une nouvelle, c'était mouvementé.
Et pour la plug de la semaine, j'avais complètement oublié de ne pas avoir de nouvelles de Maddy du tout. Le vendredi matin, j'avais effectué la recherche de titres, signé les documents et passé à la transaction de vente de la nouvelle maison. Je récupérerai les clés cet après-midi. Peu avant midi le vendredi, j'ai reçu un appel téléphonique. Je ne reconnaissais pas le numéro et je me suis dit que c'était probablement la compagnie de titres. J'ai été très surprise d'entendre Madeleine à l'autre bout du fil. « Bonjour, l'inconnu », m'a-t-elle dit. Il y avait tellement de choses que je voulais lui dire. Je voulais lui parler de ma maison, de mes projets. Mais j'ai pris une grande respiration et ralenti. « Maddy », ai-je dit, « je suis contente que tu aies appelé. »« Comment vas-tu » ai-je demandé. Et nous avons commencé à faire de la petite conversation ponctuelle. Finalement, j'ai demandé ce qu'elle faisait le week-end. « Je suis libre samedi soir », m'a-t-elle dit. Et nous avons convenu de dîner ensemble le samedi. Je passerai te chercher à 19h. Le vendredi soir, j'ai passé du temps à la maison à faire une liste de projets. Dallas m'a rejoint là-bas à 19h30. J'ai appris que Dallas était plutôt bricoleur. Et malgré son apparence parfois négligée, il était très précis dans ses compétences en rénovation. Je lui ai demandé de me faire un devis pour quelques réparations. Le lendemain, j'ai organisé pour que l'entrepreneur paysagiste Oscar Moral vienne avec son équipe pour s'occuper du jardin. Pendant qu'il faisait cela, j'ai commencé à faire le nettoyage le plus important dans la maison. J'ai acheté des ventilateurs et des neutralisateurs d'odeur, donc rester dans la maison pendant de longues périodes était assez supportable. Ce soir-là, j'ai récupéré Maddy à son appartement en centre-ville. Je l'ai emmenée dans un petit bistrot en périphérie de Madison Park. Il y avait beaucoup de bonnes boutiques dans le quartier. C'était aussi à seulement 4 pâtés de maison de ma nouvelle maison. Nous avons passé une agréable soirée, discutant confortablement de la vie. À ce moment-là, je n'ai rien dit sur la nouvelle maison. J'ai cependant observé Madeleine. Elle était classiquement belle. Des cheveux foncés, un corps athlétique mince avec de jolies courbes. Mais en plus de sa beauté, elle avait de l'intelligence, de la personnalité et une arrogance que je commençais à apprécier. J'aimais les femmes confiantes. Après le dîner, je lui ai demandé si elle voulait se promener. Elle m'a regardé un peu confuse, mais a accepté. Nous avons marché dans la rue dans une direction qui me semblait aléatoire, mais j'avais un objectif précis en tête. Nous avons parlé du quartier et des styles des différentes maisons. Nous avons noté les maisons qui nous plaisaient, les jardins bien entretenus et d'autres caractéristiques architecturales remarquables. Finalement, nous sommes arrivés devant chez moi. « Que penses-tu de cet endroit ?» lui ai-je demandé. « Plutôt minable » a-t-elle répondu, « mais il y a du potentiel. » « Allons-y » ai-je dit en marchant vers l'entrée. « Billy » a-t-elle dit, « il doit y avoir quelqu'un qui y habite, reviens ici. » Je l'ai ignorée et l'ai invitée à me suivre. Elle a suivi à contre-cœur. Lorsque j'ai atteint la porte d'entrée et l'ai déverrouillée avec ma clé, elle m'a regardé avec interrogation. « Que se passe-t-il, Billy ?» m'a-t-elle demandé. Elle m'a suivi à l'intérieur. Nous nous sommes arrêtés dans le vestibule et avons regardé autour de nous. La plupart des odeurs étaient parties. Tous les morceaux de verre brisés et les graffitis avaient été nettoyés. L'endroit pouvait toujours être qualifié de taudis, mais par rapport à quand je l'avais vu pour la première fois mardi dernier, les améliorations étaient significatives. « Je l'ai acheté » lui ai-je dit. « Tu as acheté une maison à Madison Park ?» a-t-elle demandé. « Quand est-ce que c'est arrivé ?» Je lui ai parlé de l'appel d'Antoine et de l'offre sans donner trop de détails économiques. J'ai expliqué ce que je faisais avec ma maison et parlé de la façon dont ce serait un projet à long terme. J'ai observé son regard et remarqué le savoir-faire qui avait été préservé malgré tout le négligé. De magnifiques moulures en bois dur, une disposition formelle, des vitraux et un bel escalier au centre. « Oui » a-t-elle dit en hochant la tête. « C'est un projet à long terme. » En retournant à son appartement, nous avons encore parlé de la maison et je lui ai parlé de mon entreprise. Bien que nous ayons beaucoup parlé de nos vies lors de nos interactions précédentes, pour être honnête, la plupart des conversations avaient porté sur elle. Maddy semblait vraiment intéressée par mon entreprise et ce que je faisais.
Je lui ai raconté comment j'avais investi mon argent du football dans quelques biens immobiliers de départ, puis j'ai eu l'idée de vendre une partie de l'équité des maisons à des gens comme mon frère qui avaient du mal à devenir propriétaires par eux-mêmes sur ce marché. En voyageant et en discutant de mon entreprise, je n'ai pas donné beaucoup de détails sur mes finances. Du moins à ce stade, elle n'avait pas besoin de tout savoir à ce sujet. Mais lors du voyage pour la voir, j'ai eu l'impression d'avoir réussi un test non annoncé. Peut-être y avait-il une sorte de récompense pour l'avoir réussi? Mon imagination s'est à nouveau emballée et j'étais encore plus optimiste quand elle m'a invité chez elle. Elle avait un appartement moderne avec des meubles clairs. C'était au 8e étage et le petit patio offrait une belle vue sur le centre-ville de Seattle et Puget Sound. L'appartement avait 2 chambres, dont l'une servait de bureau. Après quelques minutes à explorer l'appartement, la belle Maddie s'est tournée vers moi et a passé ses bras autour de mon cou. Mes espoirs d'une grande récompense ont augmenté. Puis elle m'a embrassé. « Merci pour cette merveilleuse soirée », m'a-t-elle dit, en me tournant doucement et fermement vers la porte d'entrée. Et moi qui pensais que les choses prenaient une direction complètement différente. À contre-cœur, je me suis dirigé vers la porte. Lorsque nous nous sommes retournés pour dire au revoir, elle a dû voir l'expression confuse sur mon visage. « Billy, commença-t-elle. Ce n'est que notre 2e rendez-vous. Il y a des règles, m'a-t-elle dit. La semaine suivante a été chargée avec mes affaires habituelles, ainsi que le recrutement d'entrepreneurs pour une maison à Madison Park. Dallas et son pote s'occupaient de la cuisine, mais en raison de leurs horaires de travail, ils ne pouvaient être là que le soir et le week-end. J'étais assez impliqué et je gérais une longue liste de projets tout en comptant sur de la main-d'œuvre embauchée pour les finitions. Sans crier gare, mercredi, j'ai reçu un appel. « Salut, Billy, c'était Maddie. Je pensais avoir de tes nouvelles d'ici là, dit-elle de bonne humeur. J'allais l'appeler, je n'avais juste pas le temps. Que dirais-tu d'un dîner samedi soir chez moi? Tu apporteras le vin. Bien sûr. J'étais content qu'elle appelle. À plus. Un clic et elle avait raccroché. La conversation téléphonique a été courte mais agréable. Tout au long de la semaine, j'étais assailli de fantasmes à propos de Maddie de temps en temps. Mais je me raisonnais ensuite. Je savais qu'en changeant mes attentes, je serais moins déçu. Je n'aurais pas dû m'en préoccuper. Bientôt, nous étions tous les deux sur le lit. Je n'ai pas fini par passer la nuit chez elle, mais nous avons convenu de déjeuner le lendemain. Le déjeuner s'est bien passé, aucune gêne après notre intimité de la veille. Très confortable. J'étais moyennement satisfait de la discussion sur notre relation, mais je devais encore aborder les détails. Cela viendra peut-être plus tard, mais il semble que nous soyons tombés dans une relation agréable et satisfaisante. Je suppose que d'un certain point de vue, on pourrait maintenant nous appeler petit ami et petite amie. Pendant ce temps, les choses se passaient bien pour moi. J'ai continué à acheter des biens immobiliers résidentiels et à vendre des parts dans chaque propriété, en laissant un petit pourcentage pour mon entreprise. J'étais à un stade où je pouvais me permettre d'embaucher quelqu'un pour gérer les appels quotidiens. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas le faire. La vérité était que je n'avais pas grand-chose à faire. Cette semaine-là, j'ai déjeuné avec mon conseiller financier, Danny Murphy. Il a apporté une grande feuille avec toutes sortes de graphiques reliés ensemble pour que je puisse les examiner. Certaines choses, je les ai comprises, et d'autres pas tout à fait. L'essentiel, c'est que, commença Danny. Après ta retraite du football, tu avais 4 274 000 $. Depuis lors, tu as acheté et vendu 11 propriétés résidentielles, sans compter la maison à Madison Park. Ta part dans ces propriétés est légèrement inférieure à 3,5 millions. Ton flux de trésorerie avant impôt est actuellement d'environ 21 000 $ par mois. Il fit une pause. Tu as encore presque 3 millions que je gère et une maison à Madison Park. Ça a l'air bien, dis-je, me demandant s'il y avait un revers que je ne voyais pas. Bien. Il criait presque. Billy, tu es sur le point de devenir riche et tu n'as même pas 30 ans. Tu as des investissements, un flux de trésorerie, une maison dans un super quartier, et tu ne fréquentes personne? Oui, dis-je, ça ne fait que quelques semaines, mais elle est géniale. Qui est-elle? Demanda-t-il.
Elle s'appelle Madeleine. C'est une avocate dans un grand cabinet d'avocats du centre-ville. Je l'ai rencontrée lors d'une vente aux enchères de charité, lui dis-je. Madeleine, dit-il, détournant le regard et mettant son index sur ses lèvres. Madeleine qui? Doucette, répondis-je. Il fit une pause et me fixa. Attends une minute, dit-il. Quel est le nom du cabinet d'avocats? Demanda-t-il. Il s'appelle Bradshaw, Miles, quelque chose et quelque chose, je crois, dis-je. Maintenant, il me regardait vraiment. Je sais qui elle est, commença-t-il. Elle a l'air super. Mais as-tu rencontré son père? Demanda-t-il. J'ai répondu que non, que je l'avais seulement vu à la vente aux enchères et qu'il n'avait pas été formellement présenté. Danny m'a dit qu'il est un grand partisan de l'Université de Washington. Et qu'il travaille pour une grande société d'investissement depuis longtemps. Il est un peu arrogant, j'ai entendu dire, ajouta Danny. Folie! Plus tard, je me demandais si cela aurait pu être la source de l'hostilité. Peut-être m'avait-il reconnu lors de la vente aux enchères à l'époque de ma carrière de footballeur? Non, je me suis dit, c'est impossible. Vraiment? Il semblait certainement arrogant. Je rencontrerai probablement sa famille un jour, mais j'ai décidé de ne pas m'en soucier tant que cela ne se produirait pas. Pas 2 semaines plus tard, Maddie m'a demandé de venir à la fête d'anniversaire de sa mère au Rialto dimanche soir. Bien sûr, ai-je dit. Rencontrer la famille était un pas positif dans la construction de relations. Et ne fais pas attention à mon père, m'a-t-elle dit. Il peut être grognon parfois. Elle dit cela avec un léger rire. Ce dimanche soir au Rialto, quand nous sommes arrivés, j'ai réalisé que j'étais peut-être un peu sous-vêtu. J'étais en beau jean et un polo. La plupart des autres étaient en pantalon et veste de sport. Pas de cravate, mais certainement plus formel que moi. Dans le groupe se trouvaient sa mère et son père, 2 autres couples du même âge que ses parents, son frère Ryan, et une fille blonde que Madeleine a dit n'avoir jamais rencontrée. Ils étaient tous assis dans un coin isolé du restaurant. Quand Maddie et moi sommes entrés, la conversation s'est brusquement arrêtée et tous les regards étaient tournés vers nous. Il y avait de la curiosité mêlée à une légère hostilité dans leurs expressions. Maddie m'a présenté aux invités et tout le monde semblait poli jusqu'à ce que nous arrivions à son père. J'ai tendu la main. Billy Damon ou Bill, ai-je dit à Monsieur Doucette. Alors, a-t-il répondu, ne montrant aucune chaleur particulière dans son salut. Bill ou Billy? Ce type commençait déjà à m'agacer. Eh bien, techniquement, je suppose que mon nom est William, ai-je dit, souriant à son expression renfrognée. Mais mes amis m'appellent Billy. Mes amis m'appellent Billy. Et j'expliquais de bonne humeur, essayant de briser la glace. Enchanté de vous rencontrer, William, a-t-il dit. Robert Doucette. Il s'est enfin présenté puis s'est tourné vers l'un des autres, me congédiant efficacement. J'ai rencontré mon frère Ryan et il s'est avéré être une version miniature de son père, bien qu'il ne fasse pas étalage de la même arrogance que le vieil homme. Là où j'ai grandi, nous avions un mot pour les gars comme Ryan. Certains des autres semblaient beaucoup plus sympathiques, et Mira, la mère de Maddie, s'est révélée être plutôt gentille en général. Elle m'a posé toutes sortes de questions sur ma vie. Je pense que c'était un mélange de curiosité polie et de jugement tacite sur ma valeur pour sa fille. Heureusement, nous étions assis à l'extrémité opposée de la table par rapport à Robert. La soirée s'éternisait, et alors que nous nous apprêtions à partir, nous avons dit au revoir à ses parents. J'ai remarqué que Robert avait pris quelques cocktails et une bonne quantité de vin. Il n'avait pas l'air ivre, mais il était clairement affecté. Sans crier gare, n'ayant aucun lien avec le sujet de la conversation, il s'est tourné vers moi. « Tu sais que tu as sacrément de la chance », m'a-t-il dit avec une légère impolitesse. Je me suis tourné vers Robert, ne comprenant rien. « Excuse-moi », ai-je demandé. « Tu sais de quoi je parle ?» Sa voix monta d'un ton. « Le match de football, la Coupe Apple, on vous a mis une raclée ce jour-là. » Lentement, j'ai compris. Il parlait du match de ma dernière année de lycée. Cela le dérangeait toujours. Quelle étrangeté! Nous méritions cette victoire. Nous allions aller au Rose Bowl, et puis les foutus Cougars ont eu de la chance. Il a continué,
l'amertume toujours présente dans sa voix. Je me suis tourné vers lui. « Tu te souviens de ton ancien entraîneur Rick Neusel ?» ai-je demandé à Robert. Il a acquiescé, de l'hostilité et de l'intoxication dans sa voix. « Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ?» Il avait cette expression, ai-je dit, et j'ai marqué une pause. Ça ressemblait à ça, tableau des scores, bébé. Le sens était clair. Malgré ce qui s'était passé dans le match, la seule chose qui importait vraiment était le score final. Sur ces mots, je me suis détourné et j'ai dit au revoir. En rentrant chez nous, Madeleine m'a demandé ce que j'avais dit à son père. Je lui ai simplement dit que nous avions un peu parlé de football. Elle s'est figée un instant. « Hein ?» a-t-elle commencé. Il avait l'air contrarié, pas content de quelque chose. « C'est moi », ai-je répondu, essayant de cacher un sourire. Bien que la première rencontre avec sa famille n'ait pas été facile, notre relation a progressé. Nous étions ensemble plusieurs fois par semaine, et passions généralement tout le week-end ensemble. Elle était la femme parfaite pour moi. S'il y avait un problème, c'était la différence dans nos objectifs de carrière. Elle était ambitieuse, travaillait dur et était impatiente de gravir les échelons professionnels. En revanche, ma semaine de travail ne dépassait rarement les 20 à 30 heures. Mon temps libre était consacré à la salle de sport ou à rénover ma maison de Madison Park. « Pourquoi ne te concentres-tu pas davantage sur ton entreprise ?» me demandait-elle parfois. C'était généralement le matin quand elle se dépêchait pour aller travailler en tenue professionnelle, se préparant pour une réunion matinale ou quelque chose du genre. Moi, en revanche, j'étais souvent allongé sur le canapé en survêtement en regardant la version matinale de SportsCenter quand elle partait. Bien sûr, je n'avais pas exactement l'air professionnel. Je ne lui ai jamais parlé en détail du succès de l'entreprise dans laquelle j'étais impliqué. J'accumulais de la richesse et des revenus. J'ai utilisé mon argent de la NFL pour réussir. Je n'achetais pas de vêtements ou de voitures chères. La seule chose sur laquelle je dépensais de l'argent était ma maison. Je voulais qu'elle soit parfaite. Cette semaine-là, j'ai reçu un appel téléphonique intéressant d'un ami d'université nommé John Washington. John était un étudiant de première année dans mon équipe de dernière année à WSU. Nous étions devenus amis ma dernière année à WSU. « Billy, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, commença-t-il. Mais je t'ai toujours apprécié. Maintenant j'ai besoin de ton aide. J'ai parlé à Antoine, a suggéré Keyes. Et il a dit que tu aides les gens à emménager dans les maisons qu'ils possèdent. Je lui ai dit que oui, je fais ce genre de choses. Ensuite, il a dit qu'il venait de divorcer avec sa femme et qu'il devait vendre leur maison. Il avait besoin d'un endroit où mettre sa part de l'argent de la vente de la maison. Mais il n'avait pas assez d'argent pour acheter une maison tout seul. L'autre chose, c'est que j'ai besoin d'un endroit où vivre très rapidement, ajouta-t-il. Je lui ai dit que je n'avais pas d'endroit où vivre pour le moment, mais que j'en aurais un dans quelques mois. Quelques mois, dit-il. J'ai besoin de quelque chose maintenant. Je lui ai dit que je garderais son numéro et que je ferais des recherches. Il n'était pas trop enthousiaste. Plus tard ce jour-là, un autre agent immobilier m'a appelé et m'a parlé d'une maison à Kent. C'est une sacrée affaire pour le bon acheteur, m'a-t-il dit. C'était une maison de 3 chambres, 2 salles de bain, dans un emplacement de choix dans un joli quartier de Kent. Quand il m'a dit qu'il demandait seulement 325 000 $, j'ai immédiatement su qu'il y avait quelque chose qui clochait avec la maison. Cette maison, telle qu'il l'a décrite, devrait valoir au moins le milieu des 400 000 $. D'accord, ai-je dit, quel est le problème? La maison est en bon état, dit-il, puis fit une pause. Mais il y a des squatteurs qui y habitent, me dit-il. Non, il a dit que les personnes qui possédaient la maison étaient parties depuis quelques mois. Et quand elles sont revenues, il y avait d'autres personnes qui vivaient dans leur maison. Quand ils leur ont demandé de partir, les propriétaires de la maison ont commencé à les menacer de violences physiques. Il s'avère que, en vertu d'une loi obscure, ces squatteurs, des criminels, ont des droits. Et on ne peut pas simplement leur demander de partir. Il y a un procès. J'ai appelé Landon, mon avocat, pour obtenir des informations sur les droits des squatteurs. Voici ce que Landon m'a dit.
Les squatteurs ont des droits légaux. La loi de l'État de Washington permet aux squatteurs de vivre dans la propriété de quelqu'un d'autre si le véritable propriétaire ne prend pas de mesures légales pour les expulser. De plus, les squatteurs peuvent revendiquer la pleine possession légale de la propriété en vertu de la possession adverse. Landon, demandai-je, comment est-ce possible? Il n'avait pas de réponse logique. Alors comment me débarrasser des squatteurs? Demandai-je. Il répondit que le propriétaire devrait entamer la procédure d'expulsion. Cela peut être très coûteux. Lorsque les squatteurs découvrent qu'ils sont expulsés, cela entraîne souvent des dommages et des destructions sur leur propriété. Un autre point que Landon m'a expliqué est que pendant les mois de la procédure d'expulsion, les squatteurs peuvent accumuler des factures d'électricité, et c'est le propriétaire légitime qui finit par devoir les payer. Cela pourrait facilement vous coûter entre 30 000 et 40 000 $ avant les réparations, expliqua-t-il. Et il n'y a aucune garantie que la voie légale fonctionnera pour que vous récupériez la propriété immédiatement. J'ai commencé à comprendre pourquoi le prix de la maison était ce qu'il était. Je me suis interrogé un instant. Et si nous expulsons de force les squatteurs? Demandai-je à Landon. Billy se tourna-t-il vers moi avec une expression sérieuse sur le visage. Ce serait illégal, et je ne peux certainement pas le recommander. Il prit une grande inspiration et tourna sa chaise loin de moi, s'adressant à moi indirectement. Mais ce serait la manière la moins coûteuse de résoudre le problème, me dit-il à contre-cœur sans me regarder dans les yeux. Mais tu n'as rien entendu de moi. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à élaborer un plan. Je savais que John Washington était un grand homme à la recherche d'une maison. Je me souvenais qu'il avait joué comme garde offensif à l'université et avait pesé à un moment moins de 300 livres. J'ai aussi pensé à Dallas et à sa force au bar cette nuit-là. J'ai envisagé quelques autres options. Puis j'ai passé une série d'appels téléphoniques. J'ai appelé le courtier immobilier proposant la maison des squatteurs, appelé John Washington, appelé Dallas, et puis j'ai passé 3 autres appels. À la fin de la journée, j'avais fait une offre pour la maison des squatteurs et j'avais un peu fouillé dans la maison de Kent elle-même. C'était une maison assez décente à 2 étages. Il y avait une clôture en maillons de chêne autour de la maison et la cour était complètement envahie. En fait, la maison ne semblait pas aussi mal en point qu'on pourrait le penser. Il y avait un vieux canapé rembourré sur le porche, couvert d'eau. On aurait dit que quelqu'un dormait dessus. Autant que je pouvais le dire, il y avait 4 personnes vivant dans la maison. 3 hommes et une femme fortement tatoués. J'ai continué à explorer le quartier et j'ai vu une taverne en activité à quelques pâtés de maisons appelée l'Auberge des Rôdeurs. À l'arrière du parking en béton, j'ai remarqué un bâtiment inutilisé. Je me suis arrêté, suis entré à l'intérieur et ai engagé la conversation avec Lucky, le propriétaire de l'établissement. Nous sommes parvenus à un accord. Tout en espèces. Tout semblait bien se dérouler. J'ai continué avec mes projets sans jamais mentionner ce que je faisais avec Madeleine. Madeleine et moi avons continué à grandir dans notre relation. Nous nous voyions presque chaque week-end et au moins une fois, mais souvent plusieurs fois pendant la semaine. Nous n'avions toujours pas parlé d'amour ou d'engagement à long terme, mais je croyais que cela arriverait. J'ai eu quelques brèves interactions avec sa famille et ma relation avec son père était toujours assez glaciale. Pendant ce temps, de retour chez les squatteurs, j'ai emprunté un chien à l'un de mes voisins et elle et moi conduisions dans le quartier. J'ai développé l'habitude stratégique de promener ce chien près de la maison des squatteurs. La 3e fois, j'ai commencé à engager des conversations de quartier avec eux. Habituellement, ils traînaient sur le porche. Tout était prêt pour la semaine suivante. Plus tôt dans la semaine, j'ai fait des flyers. « Hey, vous allez à la fête des Ramblers ?» ai-je demandé ce jeudi. J'ai été accueilli par un regard vide. J'ai expliqué que les Ramblers organisaient une fête pour les enfants. J'ai expliqué que les Ramblers organisaient un événement de remerciement aux clients le samedi soir. Boisson gratuite de 8 à 12 le samedi soir, ai-je dit en leur remettant un flyer. En voyant les bouteilles de bière et d'alcool vides éparpillées autour du porche, j'ai pensé qu'ils aimaient l'alcool. J'ai aussi supposé qu'ils aimaient les cadeaux gratuits. Après tout, ils étaient des squatteurs. Samedi soir, j'étais dans l'annexe arrière de l'auberge des Ramblers.
Je payais pour que leurs barmans habituels soient dans l'annexe pour une soirée de remerciements aux clients. J'ai accroché des guirlandes autour du bâtiment pour attirer les squatteurs. Vers 20h30, j'ai vu 4 d'entre eux arriver. J'ai appelé au téléphone. Au début, ils étaient méfiants, s'approchant lentement du bar de fortune. J'ai remarqué que l'un d'eux serrait le flyer que je leur avais donné, comme s'il s'agissait d'un ticket d'entrée. À ce moment-là, une foule descente s'était déjà rassemblée ici, attirée par les boissons gratuites. Même par rapport à la clientèle habituelle des Ramblers, les squatteurs semblaient être d'un niveau inférieur. Je les ai abordés de bonne humeur. « Puis-je vous offrir un verre ?» Ai-je souri, car tout était gratuit ce soir-là. Ils m'ont regardé avec des yeux vides, et j'ai demandé ce qu'ils voulaient. Ils se sont immédiatement jetés sur les alcools forts. Ils se sont regroupés dans un coin du bar, ne se mélangeant pas entre eux. Ils étaient là pour une seule raison: se saouler, et gratuitement. Pendant ce temps, la maison des squatteurs était animée d'activité. Dallas changeait les serrures de toutes les portes extérieures, et Richie, le cousin de Dallas Vince, et 2 autres hommes remplissaient des sacs poubelles avec tout ce que les squatteurs possédaient. John Washington, son cousin junior, presque aussi imposant que John, et un autre pote de belle taille montaient la garde dans la cour avant. Plusieurs battes de baseball se trouvaient à proximité. Les choses se calmaient à l'auberge des Ramblers. En consultant ma montre, les squatteurs avaient déjà profité d'une nuit de reconnaissance de la clientèle depuis plus de 3 heures. Les lumières de l'annexe commençaient à s'éteindre, annonçant la fin de la fête. Selon mes calculs, cela allait me coûter environ 3000 $. Moins d'un dixième de ce que cela me coûterait d'aller par la voie légale. Et, je l'espérais, avec des résultats beaucoup plus rapides. J'ai pris des dispositions avec Lucky et suis rapidement allé observer le retour des squatteurs dans ce qu'ils considéraient comme leur maison. C'était presque comique. Ils n'ont pas immédiatement réalisé que John Washington, Jr. et leur ami Clarence Mims se tenaient juste devant l'allée en pierre fissurée menant à la porte d'entrée. Les 3 gars étaient costauds, John étant le plus grand, mesurant 6 pieds et pesant, selon mon estimation, 275 livres. Les 2 autres n'étaient pas aussi grands, mais proches. « Qui diable êtes-vous » demanda l'un des squatteurs d'une voix inaudible à cause de l'alcool. « Eh bien, mon garçon, » dit John, se glissant dans l'espace personnel du type. « Je vis ici. C'est chez moi. Pourquoi demandes-tu » ? « Recule, » répondit-il, peut-être ne parvenant pas tout à fait au niveau de confrontation qu'il souhaitait. « C'est notre endroit. Si tu parles de toutes les vieilleries qui étaient dans la maison, » dit John, se rapprochant. « C'est ça. » Il fit un signe de tête vers une pile de sacs poubelles noirs sur le trottoir. Pendant un moment, les squatteurs, encore ivres, restèrent figés, ne réalisant pas tout à fait à quelle vitesse les événements de leur vie avaient basculé et ne sachant que faire. Parmi eux se trouvait un grand homme mince qui ressemblait à un abruti et qui n'avait toujours rien dit. Soudain, quelque chose ressemblant à un long couteau pointu apparut dans la main du type maigre, et il se dirigea ivre mais agressif vers John. Une ombre vola du côté de la cour en direction du type maigre avec le couteau. Avant que le salaud ne soit à portée de John, Dallas lui porta un coup de poing à la tête. Le type perdit l'équilibre et tomba face contre terre sur le trottoir. « Maintenant, salaud » siffla Dallas au squatteur. « Prenez vos affaires et sortez cet abruti d'ici. Et je vais vous dire quoi. Si l'un de nous, » il jeta un regard à John et aux 2 autres, « vous surprend à traîner près de cet endroit, ce qui est arrivé à ton pote te semblera être une partie de plaisir, » a déclaré Dallas à eux. « Et, gamin, » commença le petit gars. « Nous avons des droits. »« Eh bien, allez vous faire foutre, » cria John. « J'ai payé cher pour cette maison, et vous n'allez pas entrer ici et essayer de squatter dans ma maison avec vos sales gueules. » À ce moment-là, John avait pris une batte de baseball et fixé les anciens membres du quatuor ivres et frustrés. Le groupe de malfrats a aidé leurs camarades blessés à se relever, a ramassé leurs sacs et est parti. Junior et John ont gardé la maison pendant quelques jours au cas où. Mais nous avons vite réalisé que ce n'était pas nécessaire. Nous ne les avons jamais revus. Une semaine plus tard, John et son cousin Junior ont emménagé dans la maison, chacun ayant acheté un tiers de la maison à prix réduit.
J'ai conservé un tiers, et ils ont fait des paiements mensuels. C'était une bonne affaire pour nous tous. J'espérais aussi que cela enverrait un message à toutes les tentatives de squat futures dans la région. L'année suivante s'est bien passée. J'ai continué à investir dans l'immobilier et à mettre de l'argent à la disposition des intéressés. J'ai acheté 2 maisons à louer cette année, et en mettant tout en place, les deux ont généré un petit bénéfice. Les choses avec Madeleine se passaient également très bien. Nous étions ensemble autant que son emploi du temps le permettait. Elle travaillait pour Bradshaw, Miles, Rosen et Rice, et était également impliquée dans la politique républicaine de la ville. Elle faisait du bénévolat pour un candidat républicain à la mairie. Je suppose qu'elle était intéressée par la politique, mais il semble que la force motrice qui l'encourageait dans cette direction était son père. Assurément, Madeleine est une femme frappante, grande, élancée, avec des courbes féminines. À mon avis, elle peut être sûrement classée comme une beauté. Je savais aussi qu'il y avait beaucoup d'égos masculins en bonne santé dans les mondes juridiques et politiques. Mais pour une raison quelconque, je ne les enviais jamais. Une des choses dont Maddy parlait toujours était la confiance et l'honnêteté. Je lui faisais confiance. Je me suis souvenu d'un événement. Je ne me rappelle pas vraiment s'il s'agissait du cabinet d'avocats ou de la politique. Pour moi, tout se mélangeait un peu. Peu importe, nous étions dans une salle de bal d'un hôtel du centre-ville en tenue de travail. Pour moi, cela signifiait un jean sympa, une chemise à boutons et une veste de sport noire. Pour moi, c'était chic. Il y avait un homme là-bas, d'environ 10 ans plus âgé que Maddy, peut-être début quarantaine. Cheveux noirs, coiffés en arrière, et des yeux perçants. Il semblait toujours être à ses côtés, la guidant par-ci et par-là, gardant sa main sur son coude et parlant doucement, sa bouche près de son oreille. Dans des événements comme celui-ci, je m'installe généralement près du bar. Ce n'était pas que je voulais boire. C'était que les gens qui peuplaient le quartier étaient plus souvent réticents à parler de loi ou de politique, ce qui était ma préférence. J'ai remarqué le même gars à côté d'elle plusieurs fois au cours de la soirée. Maddy et moi avions également un plan prédéterminé pour cela. En sortant, elle dirait « Viens me sauver à » et puis elle me ferait savoir l'heure à laquelle elle voulait partir. Aujourd'hui, l'heure était 23 heures. À 23h05, je me suis mis à la suivre. Finalement, je l'ai repérée avec Slick au fond de la salle de bal, dans une alcôve ombragée. En m'approchant d'eux, j'ai remarqué son bras essayant de l'enlacer par la taille. J'ai également remarqué qu'elle ne faisait aucun effort pour se rapprocher de lui. « Hé, Mad » lui dis-je, ignorant Slick. « Il est temps de partir. » Et j'ai levé mon poignet gauche comme pour vérifier l'heure. Slick m'a lancé un regard surpris et furieux. « Nous sommes en train d'avoir une conversation importante en ce moment, commença-t-il irrité. Madeleine sera bientôt libre. » Quand il a dit cela, j'ai regardé son bras essayant de s'enlacer autour de Madeleine. Ce type mesurait probablement 1,80 m et pesait environ 77 kg. L'une des principales activités de mon emploi du temps plutôt libre ces jours-ci était de m'entraîner. J'étais en bonne forme à 1,68 m et 102 kg avec un faible pourcentage de graisse corporelle. « Lance, commença-t-elle, je devrais vraiment y aller. Pourquoi ne se retrouverait-on pas la semaine prochaine ?» Et avec ces mots, j'ai attrapé négligemment mais fermement le biceps du bras qui entourait Maddy, lui ai donné une pression rapide mais probablement douloureuse, et nous sommes partis. En rentrant chez nous, elle m'a remercié de l'avoir aidé à se débarrasser de Lance. J'étais sur le point de sortir de cette situation. Il commençait à se défaire. Elle a dit « Merci d'avoir accéléré les choses ». Elle a tapoté ma cuisse. Il travaille pour le personnel du maire, et pour une raison quelconque, le maire dépend de Lance. Il a un ego incroyable. Elle a ajouté, pendant quelques minutes, nous avons roulé en silence. Tu sais qu'il veut te mettre dans son lit, lui ai-je dit. Elle a ri pendant une seconde. Oh, Billy. Et elle a à nouveau tapoté ma cuisse. Je le sais. Qui plus est, a-t-elle continué, il n'y a qu'un seul homme à qui je laisse accès à mon lit, a-t-elle dit. Quelques semaines plus tard, il y avait une célébration chez les parents de Medina. Il s'est avéré que c'était le 28e anniversaire de son frère cadet,
Ryan. Je suis allé chez mes parents quelques fois, et c'était très agréable. Une demeure imposante, des jardins luxuriants parfaitement entretenus, et de magnifiques meubles à l'intérieur. Mira, la maman de Madeleine, a toujours été amicale avec moi, et aujourd'hui, dans sa maison, Robert, son père, était moins négatif que d'habitude. C'était une bonne chose, je pense. J'ai remarqué qu'à cette fête, Ryan était avec une femme brune à la peau olive. La dernière fois que je l'ai vu, c'était avec une femme blonde. Est-ce la petite amie de Ryan ? Ai-je demandé à Maddie discrètement. Elle l'a regardé, et par habitude à laquelle je commençais à m'habituer, elle a marqué une pause et a réfléchi un moment avant de répondre. Pour l'instant, je suppose, a-t-elle répondu. Je l'ai fixée en silence, voulant plus d'informations. Je pense que Ryan essaie de passer en revue toute la population féminine de Seattle. Ce genre de machisme. Elle a dit, je pense que mon père apprécie. En fait, il ferait mieux de faire attention, a ajouté Maddie. Apparemment, il se moque qu'elle soit mariée ou non. J'ai marqué une pause pour réfléchir aux paroles de Maddie. Je savais que Ryan s'efforçait d'être comme son père. Il était beau, riche et arrogant, mais je me demandais combien de substance se cachait derrière cette façade. Maddie avait raison. Il devait vraiment faire attention. Plus tard dans la soirée, après le dîner, Maddie, son père Robert, Ryan et quelques autres, nous sommes assis dehors et avons pris des verres. Robert fumait un gros cigare savoureux. La conversation portait sur la politique. À ce moment-là, je ne contribuais pas beaucoup à la conversation. William, Robert s'est tourné vers moi. Que penses-tu de la politique locale de Seattle ? A-t-il dit avec un sourire acerbe. À chaque occasion de me discréditer, il était sûr de la saisir. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Peu m'importe s'ils sont démocrates ou républicains, ai-je dit, sachant que Robert est un républicain convaincu. Je ne pense pas qu'ils veuillent vraiment aider les gens qu'ils représentent. Ils sont plus préoccupés par leur propre pouvoir. Il y a eu un silence après ma déclaration. Puis Robert a commencé à rire. Tu ne lui as pas encore dit ? A-t-il demandé en se tournant vers Madeleine. Papa, rien n'a encore été décidé, lui a-t-elle dit. Quoi ? Ai-je demandé, confus. William, ton ami, a-t-il fait un signe de tête vers Maddie, envisage de se présenter au poste de procureur de la ville lors des prochaines élections. Nous avons besoin de quelqu'un qui sera ferme contre la criminalité. Je me suis tourné vers Maddie. Vraiment ? Ai-je demandé. Billy, allez, m'a-t-elle dit. Nous en parlerons plus tard. Alors que nous nous apprêtions à partir, je ne pouvais m'empêcher de remarquer le sourire satisfait et suffisant de Robert. Toute occasion de m'embarrasser était quelque chose qu'il savourait. Surtout si cela pouvait causer des problèmes dans ma relation avec Maddie. Il m'est arrivé de remarquer le même regard sur le visage de son frère Ryan également. Une fois de plus, le petit con était en train de comploter quelque chose. En quittant la maison de sa famille ce soir-là, j'étais calme. Je comprends qu'elle ait des conversations privées avec son père et que je ne puisse pas tout savoir de sa vie. Mais une décision de vie majeure comme se présenter aux élections, je m'attendais, compte tenu de notre niveau de proximité, à ce que nous en discutions. Peut-être ai-je mal évalué la profondeur de notre relation, pensais-je. Ensuite, Madeleine savait que j'étais préoccupé par les informations que son père avait partagées. Billy, commença-t-elle. Je n'ai encore rien décidé. Les élections sont encore dans presque 4 ans. J'allais te dire que je sais que c'est un sujet très délicat. Papa me pousse à me décider et je dois admettre que ça m'intéresse. M'a-t-elle dit. Écoute, Maddie, dis-je, c'est ta vie. Si c'est ce que tu veux faire, agis. Je pensais que notre relation était à un niveau où nous aurions pu discuter de quelque chose d'aussi important avant. Elle est restée là, sombre, comme elle le fait souvent, et n'a rien dit. Ce n'est pas grave, lui dis-je. Nous ne faisons que sortir ensemble. Ce que tu décides de faire de ta vie ne me regarde pas. Je l'ai dit et je le pensais. Billy, s'exclama-t-elle. Ma vie, c'est ta vie. Je t'aime. J'espère que nous pourrons passer le reste de nos vies ensemble. Si tu ne veux pas que je fasse ça, je ne le ferai pas.
Tu es la chose la plus importante dans ma vie. Tu es la seule personne en qui j'ai une confiance totale. Et tu sais à quel point la confiance est importante pour moi. » Je suis resté stupéfait. Ce n'était pas le genre de Maddy de parler de façon si personnelle. Nous avions parfois prononcé le mot amour. J'étais ravi à cette idée, mais en même temps, l'idée d'un engagement permanent me rendait un peu nerveux. Nous avons fini par parler toute la nuit. Nous avons parlé de nos carrières, de nos objectifs de vie, et enfin, de notre relation. Sans aucun doute, Maddy était une femme indépendante. Assurée d'elle-même, pas du genre à dépendre des autres. Au fond, j'aimais ça. Mais parfois, c'est agréable de savoir qu'on est nécessaire. Ce soir-là, elle m'a dit à sa manière que j'étais nécessaire. Cela a marqué le début d'une phase intime plus sérieuse de notre relation. Nous avons commencé à faire des projets à long terme. Fait intéressant, parmi les nombreux sujets que nous avons abordés ce soir-là, nous n'avons jamais évoqué son implication en politique. Une nuit, quelques semaines plus tard, en semaine, nous dînions. Les assiettes avaient été débarrassées depuis longtemps, et nous savourions notre café après le dîner. Maddy était en train de me parler d'un cas particulier sur lequel elle travaillait. Soudain, elle regarda sa montre. « Zut, il est 10h30. » s'exclama-t-elle. « Je dois me lever tôt, mais je ne veux pas que notre soirée avec toi se termine. Je souhaiterais que tu puisses rester avec moi tout le temps, » dis-je à Maddy. « Je sais, mais… » Elle hésita, me regarda dans les yeux et, après un moment, elle dit « Pourquoi ne nous marierions-nous pas pour officialiser tout ça ?» me dit-elle. Je la regardai avec un demi-sourire, me demandant si elle plaisantait. Elle me regarda de nouveau, complètement sérieuse. « Je suis sérieuse, Billy, tu es mon homme, » me dit-elle. J'absorbais en silence le virage étrange que cette conversation avait soudain pris. Je savais que je la voulais et j'avais souvent pensé à l'épouser à un moment donné de ma vie. Mais quand je me suis soudainement retrouvé confronté à l'idée du mariage, le poids de cette décision m'a fait hésiter. Je savais que je devais dire quelque chose. Maddy, je t'aime vraiment et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Mais, comment sais-je? J'avais toujours imaginé que la séquence serait que j'achèterais d'abord la bague, me mettrais à genoux et te ferais une demande plus formelle. Je lui dis. Je gagnais du temps. Je n'étais pas prêt à prendre une décision aussi importante dans ma vie à ce moment-là. D'accord, si c'est comme ça que tu le veux, je suivrai. Me dit-elle, mais ne tarde pas trop. À ce moment-là, nous étions devant son appartement. Je me suis arrêté, et elle s'est pressée contre moi, m'a embrassé profondément et m'a regardé avec une expression sérieuse sur le visage. « Billy, je t'aime, » me dit-elle, en se dépêchant vers sa porte. En rentrant chez moi, j'avais beaucoup de pensées. Principalement sur le fait que cette femme belle, confiante et réussie avait besoin de moi. Mais j'étais aussi nerveux. Le mariage dysfonctionnel de mes parents était un modèle de ce qu'il ne fallait pas faire. Je voulais m'assurer que ça marcherait du premier coup. Au cours des jours suivants, j'ai continué à réfléchir au mariage avec Madeleine. J'avais déjà décrit à quel point elle était une femme exceptionnelle. Quelle était la raison de mon indécision? Je me suis posé la question et j'ai conclu que je n'étais pas sûr de vouloir renoncer à la liberté d'être célibataire. Mais il y avait un revers à cette médaille. Si Maddy voulait se marier et que j'hésitais, ne risquais-je pas de la perdre complètement? Je ne pouvais pas imaginer ne pas être avec elle. En fin de compte, j'avais pris ma décision. L'épouser ou risquer de la perdre complètement. Ces pensées me tenaient en haleine, et j'ai décidé que peut-être j'avais besoin d'une perspective différente. J'ai pensé aux personnes proches de moi à qui je pourrais parler. Ma mère était une exception. Bien qu'elle soit une personne très douce, sa vie avait été suffisamment traumatisante pour qu'il ne reste d'elle qu'une coquille de personne qui allait à la messe tous les jours et regardait des jeux télévisés en journée. Elle ne pouvait pas être une source de grande sagesse. J'ai pensé à mes amis et passé mentalement en revue leur liste. Antoine, non. Dallas, non. Danny, non. John Washington, non, etc. Je ne pouvais penser à aucun d'entre eux qui pourrait me donner l'insight dont j'avais besoin. J'ai décidé de parler à mon frère Richie. Richie était la personne la plus proche de moi.
Lui et moi avions traversé beaucoup de choses en grandissant, et je savais qu'il m'était dévoué et se souciait de moi. Nous nous sommes retrouvés au récif ce jeudi soir. « Salut, Rich », ai-je dit, et lui ai donné une accolade fraternelle. « Comment ça va ? Billy, ça va super », a-t-il dit, un peu plus excité que d'habitude. « Je veux te parler de quelque chose. » Il sourit. Et puis j'ai vu Rich regarder par-dessus son épaule vers moi, et un sourire est apparu sur son visage. « Salut, chérie », a-t-il dit. « Salut, chérie », a-t-elle répondu, et puis « Salut, Billy ». C'était Leslie. C'était Leslie. Je me demandais si Richie avait quelque chose avec Leslie. J'ai vite découvert. « Voilà ce que je voulais te dire, Billy », a dit Rich, alors que Leslie s'installait à côté de lui dans la banquette. Leslie et moi sortons ensemble exclusivement depuis environ 6 mois maintenant, et elle va emménager avec moi. Il m'a dit, et ils ont tous les deux souri. Pendant un moment, j'ai été sans voix, digérant cette information. Comme je l'ai dit précédemment, Leslie est une femme attirante. Je connaissais ce côté d'elle de près et personnellement. Mais au-delà d'elle, il ne semblait pas y avoir grand-chose. Du moins pas pour moi. D'un autre côté, je ne savais pas à quoi ressemblait leur relation. Peut-être qu'ils avaient des conversations profondes sur le sens de la vie, se portaient volontaires pour nettoyer la planète et suivaient des cours de cuisine en ligne ensemble. Félicitations, ai-je finalement dit, exprimant une joie sincère pour eux. Vous êtes tous les deux des personnes très gentilles, et je suis heureux pour vous deux. Ils sont restés assis en souriant, heureux de leur nouvelle relation, me regardant en face à face et jetant des regards alternativement l'un vers l'autre. Je vais nous chercher un cocktail pour fêter ça, a annoncé Rich, et s'est dirigé vers le bar, laissant juste Leslie et moi. Soudain, Leslie a commencé à agir de manière raide. « Leslie, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Mais elle ne voulait pas me regarder, détournant le regard. Peut-être était-elle gênée parce que nous avions couché ensemble, ai-je pensé. « Billy, commença-t-elle, pas tout à fait sûre de me regarder dans les yeux. Je me suis changé. Tu m'as connu dans mes années plus sauvages, plus jeune. Je ne suis plus comme ça maintenant. Je tiens vraiment à ton frère, a-t-elle dit. Je suis heureux pour vous deux, lui dis-je. Nous avons continué à discuter jusqu'à ce que Rich revienne avec les boissons. Il a commencé à me parler de leur projet. Plus tard, Leslie s'est excusée pour aller aux toilettes des dames. Je suis content que toi et Leslie soyez heureux, Rich, lui dis-je, et je le pensais. Et ils avaient l'air heureux ensemble. Merci, a-t-il dit. Il faut que je te dise une chose, a-t-il commencé. Je sais que toi et Leslie avez eu une relation quelquefois, et je veux l'admettre, mais ne parlons plus jamais de ça. Rich, dis-je. Je n'en parlerai jamais, dis-je, jetant rapidement un coup d'œil par-dessus mon épaule vers les toilettes. Je suis heureux pour toi. C'est une fille formidable. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai réfléchi à quelque chose. Au fond de moi, j'étais heureux pour Richie et j'espérais que les choses fonctionneraient pour lui et Leslie. Comme je l'ai dit, Leslie était une bonne personne. J'espérais juste que leur vie serait bonne. Cela m'a fait penser à Maddie. Je ne pouvais m'empêcher de la comparer à Leslie. C'était une comparaison injuste. Maddie était intelligente, riche, issue d'une famille privilégiée et ambitieuse. En approchant de mon quartier de Madison Park, j'ai commencé à comprendre toutes les informations que j'avais reçues et à tirer des conclusions. Il y avait beaucoup de filles comme Leslie, et encore une fois, je lui souhaitais à elle et à Rich rien d'autre que du bonheur. Mais j'en suis venu à la conclusion que des femmes comme Maddie étaient rares. Et maintenant, j'en avais une qui me voulait. J'en suis venu à la conclusion que je devais agir. Je savais que je voulais passer le reste de ma vie avec elle. J'ai décidé que je voulais le faire de la bonne manière. J'ai décidé que je voulais le faire de la bonne manière. J'allais acheter une bague, avec la possibilité pour elle de l'échanger si elle n'aimait pas le style. Et j'allais faire une demande en mariage formel. J'ai également décidé que j'allais demander la permission à son père. Robert et moi n'avions jamais eu de relation qui aurait pu être qualifiée d'amicale. Je ne lui faisais pas confiance, et je pense qu'il pensait que je n'étais pas assez bien pour sa fille. En plus,
Nous avions battu son équipe à la coupe de pommes et il m'en voulait. À juste titre. Je pense que si je lui montre un peu de respect et que je lui parle d'abord avant de faire ma demande, cela pourrait amorcer un réchauffement général de notre relation actuelle plutôt froide. Je l'ai appelé à son travail. Robert Doucette, a-t-il annoncé dans le combiné. Robert, c'est Billy Damon, dis-je. Je ne l'avais jamais appelé auparavant. Plusieurs secondes de silence se sont écoulées avant qu'il ne réponde. Bonjour, William, a-t-il commencé. Que puis-je faire pour toi? Il semblait surpris par mon appel, mais son arrogance s'est rapidement affirmée. Je me demandais s'il y avait un jour cette semaine où tu pourrais déjeuner, et je demandais. Peut-être, répondit-il. Je vais demander à Andrea de prendre contact avec toi. Merci, Robert. Mon numéro est. Mais j'ai vite réalisé qu'il avait déjà raccroché. Quel égoïste, pensais-je. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'Andrea, l'assistante de Robert, confirmant le déjeuner de vendredi à 12h30 au Persimmon. Je me suis promis que malgré son attitude élitiste, je ne le laisserais pas me blesser. Il me rappelait un peu les vantards quand je jouais au football. Dès que tu montrais que leurs paroles te dérangeaient, ils gagnaient. Dans le cas de Robert, son bavardage était un moyen subtil et pas si subtil de me faire comprendre qu'il était meilleur que moi. Je ne lui montrais pas de faiblesse. J'étais au Persimmon à 12h30 pile. Robert est arrivé à 12h40 sans aucune excuse. Nous avons discuté quelques minutes de sujets sans risque. Les Mariners, la météo, l'actualité. Jusque-là, tout allait bien. À ce stade, il se comportait bien. Robert, commençai-je. Je voulais te dire que j'avais l'intention de demander Madeleine en mariage. Il me fixait juste. Il ne parlait pas. Il commençait son jeu d'intimidation. J'ai continué à le fixer. Nous sommes restés ainsi pendant plus d'1 minute. Cela me semblait long, mais je connaissais son jeu. Enfin, il répondit. « Penses-tu épouser ma fille » demanda-t-il. « Oui, monsieur, dis-je. J'aime votre fille et je veux passer le reste de ma vie avec elle. » Il continuait à me regarder d'un air menaçant. Cela n'avait aucun effet sur moi. « Et tu penses pouvoir lui offrir le train de vie auquel elle est habituée et la soutenir dans sa carrière alors qu'elle avance » demanda-t-il, un sourire narquois se dessinant sur son visage. « Bien sûr, je le pense, » lui dis-je. « Je suis en train de restaurer une belle maison à Madison Park, et mon entreprise se porte bien. »« Ton entreprise » dit-il avec moquerie, en secouant la tête. J'ai réalisé qu'il essayait de me provoquer, mais c'était simplement irrespectueux. Il ne savait rien de mon entreprise. En fait, même Maddy ne connaissait pas les détails financiers de mon entreprise. Et voilà que ce type se permet de juger. À ce moment-là, un serveur est arrivé avec l'addition, brisant l'atmosphère tendue. Je l'ai rapidement attrapé et j'ai posé ma carte de crédit. Après un moment, même les manières de Robert se sont réveillées, et il m'a remercié pour le déjeuner. Nous avons tous les deux réalisé que toute cette mise en scène aujourd'hui avait été un échec. Je n'avais pas réussi à établir une connexion avec mon futur beau-père. Il avait échoué en essayant de m'intimider et d'imposer sa volonté à la mienne. En fin de compte, dans ce qui pourrait être considéré comme la plus légère concession au sujet du jour, nous avons eu une brève conversation sur le trottoir devant le restaurant. William, comme tu le sais probablement, Madeleine suit son propre chemin. Elle est intelligente et sait ce qu'elle veut. Il a dit, si c'est toi que cela concerne, il a marqué une pause et a dit, eh bien, alors je te félicite. Merci. C'est tout ce que j'ai dit. Plus tard dans la soirée, nous étions ensemble chez moi, en train de discuter. As-tu parlé à mon père de quelque chose aujourd'hui ? Elle a demandé. Pourquoi ? Ai-je demandé. Elle m'a dit que sans crier gare, il l'avait appelé sur le chemin du retour du travail aujourd'hui. Elle a dit qu'il agissait un peu bizarrement, demandant quels étaient ses objectifs dans la vie et si elle était heureuse. Puis apparemment, il a demandé à propos de moi, si elle pensait que j'étais fait pour elle. Il lui a posé d'autres questions également. Apparemment, Robert n'a pas parlé du déjeuner ou de mes intentions. À ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai pensé que j'avais obtenu à peu près autant de bénédictions de son vieux que je n'en avais jamais eu. C'était l'heure de vérité.
Je reviens tout de suite, lui dis-je, ce qui l'a déroutée. Elle m'a regardé avec une expression de profonde perplexité sur le visage. Après une minute, je me suis approché d'elle les mains derrière le dos. Puis je me suis mis à genoux. « Oh mon Dieu, Billy !» a-t-elle glapi, réalisant soudain tout. J'ai dit ceci et lui ai tendu l'écrin de velours du joaillier. Elle a accepté ma demande. Beaucoup de femmes auraient rapidement ouvert la boîte pour vérifier la taille de la bague. Mais pas m'a dit, elle m'a juste regardé. « Billy, la réponse est oui », a-t-elle commencé, tenant toujours la boîte à bagues non ouverte. « Je t'aime. Je te veux. J'ai besoin de toi. Et je te fais entièrement confiance. » Beaucoup plus tard, elle a appelé sa mère, et le processus d'organisation du mariage a commencé. Fin de la première partie. Veuillez écrire dans les commentaires si vous attendez la deuxième partie. Vous pouvez soutenir notre chaîne en appuyant sur le bouton « J'aime », cela nous aide vraiment. Merci.